international. C'est un événement international, mondial, et nous essayons depuis quelques années de participer à cet événement de manière à bien diffuser le spiritisme un jour spécifique. Et nous avons choisi de faire un hommage à Rufina Noguerat, qui était une femme spirit qui a diffusé le spiritisme. Et comme dans le spiritisme, il y a très peu de femmes qui sont mises en avant, on avait vraiment ce désir de montrer que les femmes aussi, à une époque plus difficile qu'aujourd'hui, s'investissaient. Il y a Amélie Boudet, qui était l'épouse d'Alan Kardec, Rufina Noguerat, et il y en a eu d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes 5 femmes pour vous présenter ce travail. Donc, il y a Béatrice en coulisses, Caroline qui anime, Flora, Isabelle et moi-même. Et nous avons vraiment voulu mettre en avant les femmes spirites. Donc, je vais laisser la parole à Romain, qui n'a pas été nommé tout à l'heure, mais Romain est le président du Centre Spirit Rufina Noguerat de Rambouillet. Et à l'époque, donc, Romain n'était pas président de centre. Il faisait partie de l'ACITA, Association Spirit Internationale Thérèse d'Avila. Et déjà, nous avions ce souci de mettre Rufina Noguerat en avant. Cette conférence date de 5-6 ans. On avait déjà créé le centre spirit, le premier centre spirit à Tours, c'était le centre spirit Léon Denis et Rufina Noguerat. Et il avait été dit lors d'une réunion qu'un jour Romain créerait un centre Rufina Noguerat. Donc il a été préparé. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on montre cette conférence d'il y a quelques années pour montrer qu'on a vraiment des missions qu'on a choisies. Et notamment, Romain a ici mis en exergue Rufina Noguerat. Il a fait d'autres conférences en tant que président du centre Rufina Noguerat, mais je voulais montrer celle-là, puisque c'est la première. Alors, je vous souhaite un bon visionnage et vous pourrez nous poser vos questions tout à l'heure. Et pourquoi Isabelle a choisi, on a choisi ensemble le contexte, c'était pour que vous puissiez voir en image le contexte de ces femmes de l'époque qui ont travaillé pour notre liberté et notre indépendance. Voilà comment elles se mettaient en avant pour montrer que les femmes aussi ont un cerveau, ont un cœur et sont capables de faire des choses autant que les hommes. Vous remarquerez la beauté des vêtements des femmes, mais aussi celle des hommes. Voilà, nous allons plonger dans un contexte, le contexte fin du 19e, début du 20e siècle. Et on va commencer donc par la conférence de Romain que Caroline, tu peux représenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Cette conférence va porter sur la vie de Rufina Noguerat, que vous voyez ici, surnommée affectueusement Bonne Maman par ses contemporains, et sur l'empreinte qu'elle a laissée dans le mouvement spirit à la fin du 19e siècle. Ce mouvement, elle a largement contribué à le développer, de par son travail inlassable et l'exemple qu'elle a inspiré aux spirites de cette époque. Julien Magras affirme, en 1906, dans son ouvrage des pionniers du spiritisme, les spirites du monde entier connaissent Bonne Maman. Contemporaine de Léon Denis et de Gabrielle Delanne, avec lesquels elle entretenait par ailleurs d'excellents rapports, son nom demeure pourtant peu connu parmi les spirites d'aujourd'hui. Donc les sources qui ont servi à esquisser sa biographie sont principalement tirées de la revue Spirit et de son ouvrage La Survie. Au travers de cette conférence, nous parcourons dans un premier temps les grandes lignes de sa vie et les épreuves qui l'ont amenée sur la voie spirit. Et dans la seconde partie, nous aborderons les divers travaux
dont elle s'est occupée durant son existence. Rufina Temmerman, de son nom de jeune fille, née le 10 octobre 1821 à Bruxelles, en Belgique. Ce début du XIXe siècle est marqué par des bouleversements politiques et sociaux, ainsi que par l'émergence du romantisme dans les arts et les lettres. En ce début de siècle, les conditions du statut de la femme en France se sont dégradées. Bien qu'elles aient joué un rôle important durant la Révolution française, elles n'en ont que peu profité. Au contraire, la politique de Napoléon a restreint leurs droits, réaffirmant l'infériorité naturelle de la femme. Pourtant, c'est aussi au cours de ce XIXe siècle que le terme de féminisme va prendre naissance et que les premières avancées de ces revendications apparaissent. Le romantisme commence à prendre de l'essor, et en cette année de 1821, Lamartine jouit déjà d'une certaine renommée, et Victor Hugo sort son premier recueil lyrique. C'est aussi l'année où le chemin de fer est sur le point de servir au transport des voyageurs et où la photographie apparaît. Le formidable essor scientifique et technique du XIXe siècle ne fait que commencer. En même temps, le jeune Hippolyte Léon Denisard Rivail, que l'on connaît sous le pseudonyme d'Allan Kardec, s'apprête à embrasser sa carrière de pédagogue. Il a 17 ans. Donc Rufina est issue d'une famille aisée. Choyée par ses parents, elle a également un frère, Félix, avec lequel elle est unie par une profonde amitié. Elle va d'abord entamer des études à Bonn, en Allemagne. Bonn possède depuis quelques années une université florissante. Donc c'est dans ce milieu artistique, lettré et scientifique qu'elle va pouvoir évoluer, qui est également le lieu de naissance de Beethoven. D'une grande beauté et d'une grande distinction, elle est recherchée et courtisée dans les soirées où elle se rend. Une nuit, elle rêve d'une de ces soirées où un beau jeune homme passe devant elle et vient lui adresser la parole l'invitant à danser. Quelques jours plus tard, la scène se produit. Lors d'une soirée, un jeune homme d'une ressemblance frappante avec celui de son rêve vient s'avancer vers elle sans lui avoir été préalablement présenté. Il lui adresse spontanément la parole et l'invite à danser. Elle apprend alors qu'il s'agit du frère d'une amie intime, Charles Noguerat. Les circonstances font qu'ils ne se reverront que des années plus tard. Rufina retourne entre-temps à Bruxelles, au terme de ses études. Comme la plupart des filles de son âge et de son milieu, sa vie se partage pendant un temps entre bals, fêtes, voyages. Mais elle se désintéresse rapidement de ces mondanités, qui ne comblent pas ses aspirations profondes. Elle est de fait très attirée par l'art et décide d'aller mener des études à Anvers, chez des amis, afin d'y apprendre la peinture. Or, nous sommes dans les années 1840, donc à une période où le statut des femmes est particulièrement restreint et où les femmes peintres sont perçues comme marginales. Rufina montre déjà un courage certain et n'hésite pas à lutter contre les préjugés mondains. Elle accorde même sa protection à ceux qui en pâtissent, ce qui va lui valoir déjà à cette époque le surnom de Mademoiselle Don Quichotte. En 1845, elle a 24 ans. Le docteur Charles Noguerat, dont elle n'avait pas de nouvelles et qui revient d'Amérique, vient la demander en mariage. Outre ses talents de médecin reconnu, Charles possède une médiumnité assez particulière qui lui permet de prédire avec précision la maladie et la mort des personnes qui sont pour l'instant bien portantes. L'avant-veille de leur mariage, il révèle à Rufina qu'il sait qu'il va mourir dans 6 ans. Le lendemain, il a tout oublié, mais 6 ans plus tard, en 1852, sa prédiction se réalise et Charles Noguerat se désincarne. À 30 ans, Rufina se retrouve donc sans ressources et seule pour élever sa fille. Elle se voit obligée de devoir subvenir à ses besoins par elle-même, ses parents ayant perdu leur fortune il y a quelques années. C'est sa forte personnalité et son art qu'elle va décider à mettre à contribution. Elle emménage à Paris et parvient à se faire une position, notamment grâce à son talent de portraitiste et à ses critiques d'art. Son esprit et sa grâce lui ouvrent les portes du Second Empire, des salons aristocratiques, où elle fait la connaissance d'artistes et de princes. Mais une maladie va la contraindre à déposer les crayons. Elle ne se décourage pas et va travailler à une invention fondée sur un procédé chimique. Malheureusement, le brevet sera perdu pendant le siège de Paris en 1870. Cette époque marque également un tournant décisif dans sa vie. Elle s'engage dans la voie spirite.
Toute jeune, Rufina s'était détachée du catholicisme pour développer une libre pensée. À l'époque de la mort de son mari, elle s'était déjà essayée au spiritisme, mais ses essais furent décevants. C'est donc avec scepticisme qu'elle y revient des années plus tard, vers la fin des années 1860. Mais cette fois, elle a parmi ses connaissances des amis spirites, des amis intimes notamment, dont une est médium. Et ces amis spirites, elle ne peut nier ni leur bonne foi, ni leur intelligence. Elle va donc commencer à s'intéresser à l'étude du spiritisme de manière sérieuse. Durant les premières années, elle va l'aborder avec une certaine méfiance. Elle s'interroge, elle doute parfois. Mais au bout de quelques années, durant les années 70, elle reçoit des preuves qui ne lui permettent plus de douter. Sa conviction devient alors absolue. Pendant ces 10 premières années d'études, elle aura observé des phénomènes de table, d'écriture directe, des incorporations, des lévitations, des apports d'objets, des matérialisations d'esprit et des moulages qui en sont issus. Vous pouvez voir ici une photo de quelques moulages pour vous donner une idée des moulages qui ont été faits à l'époque. Vers 1880, un esprit vient lui annoncer lors d'une séance, par l'incorporation d'un médium, et dans un langage des plus élevés, qu'elle a été désignée pour élaborer un ouvrage, La survie. L'objectif de cette œuvre est de publier les messages et les phénomènes des invisibles, destinés à nous instruire de la grande loi d'amour, toute puissante, et des relations existant entre les mondes. Ce travail implique également de protéger les médiums sincères, ce qu'elle s'engage à faire. Dès lors, elle va se consacrer à l'étude et à la diffusion du spiritisme. La survie sortira en 1897, compilant des communications reçues dans différents groupes spirites, la plupart par incorporation, et s'étalant sur une vingtaine d'années. Ces groupes appartiennent pour beaucoup à la Société scientifique d'études psychologiques. Donc cette société est inaugurée le 25 juin 1878, 5 rue Neuve des Petits Champs, à proximité du Palais Royal, à Paris. Elle est composée de plusieurs groupes, chacun ayant ses horaires et ses objets d'étude. En fond, vous pouvez voir une photo de la rue de l'époque. Il n'y a pas le numéro 5, mais ça donne une idée du contexte de cette société. Bien que s'intéressant clairement au spiritisme et étant composée très majoritairement de membres spirites, la société se veut scientifique dans son fondement. Elle a pour but l'étude de toutes les sciences qui se rapportent à la psychologie, c'est-à-dire l'étude de l'âme. Elle souhaite ainsi étudier, sans a priori, les phénomènes se rapportant au spiritisme ou de manière plus générale au spiritualisme. Pour rappel, le spiritualisme est la croyance selon laquelle il existe dans l'homme autre chose que la matière. Il y a ainsi des séances expérimentales sur le magnétisme qui ont lieu chaque mardi. On étudie des états de sommeil, de transmission de pensée, de catalepsie, d'extase. Le but de ces études est de prouver qu'il existe un agent invisible émanant du corps humain. Les séances du mercredi sont d'ordre spirit. Le médium, Marie Hugo d'Alési, est magnétisé par son époux, Frédéric Hugo d'Alési, afin d'entrer dans un état de somnambulisme durant lequel elle voit et décrit des esprits. Puis elle entre ensuite dans un état la disposant aux incorporations, durant lesquelles 5 à 6 esprits se succèdent, démontrant que ces individualités sont bien différentes entre elles et distinctes du médium. D'autres séances ont lieu avec la médium Madame Babelin, qui n'a pas besoin d'être magnétisée quant à elle. Médium voyant, elle réalise des portraits d'esprits qu'elle ne connaît pas, mais qui sont reconnus par les assistants de la salle. Elle incorpore également des esprits. 2 demi-journées sont réservées à la réception des visiteurs. Il y a un salon de lecture. Sont également organisées des causeries, des séances d'études, des séances de lecture et des conférences. Les thèmes sont très divers. Ce peut être le spiritualisme scientifique, l'éducation, l'astronomie ou encore le périsprit. Il existe dans cette société un comité des hommes qui est constitué de 15 membres, mais aussi un comité des femmes composé de 9 membres. Ce dernier, durant la première année, jouit de la voie consultative, mais à partir de la 4e année, il obtient la voie délibérative, à l'instar des hommes, montrant déjà, à l'époque, l'esprit progressif de la société. À cette époque, c'est très rare qu'on accorde aux femmes, au comité féminin, des voies délibératives.
La société compte dès ses premières années pas moins de 200 membres actifs. Rufina participe aux séances spirites depuis l'année de sa création et à partir de la 4e année, elle est officiellement inscrite parmi les membres du comité. De nombreux articles de la revue Spirit proviennent de membres de la société. À partir de 1882, la revue Spirit inclut systématiquement dans ses numéros un bulletin relatant les travaux de la société. L'année d'après, le bulletin de la société paraît le 15 du mois et devient indépendant de la revue Spirit. À l'instar des salons littéraires et scientifiques en vogue dans la société française du XIXe siècle, Rufina Noguerat possède son propre salon, qui est ouvert aux arts et aux lettres, mais aussi et surtout à la philosophie spirit. Dans ces salons, tenus la plupart du temps par des femmes, se réunit l'élite de la société. Ils exercent donc une grande influence sur les mœurs et les courants de pensée de la société parisienne. Celui de Rufina a cette particularité d'y accueillir également des séances spirites. Son salon aura accueilli durant une 40aine d'années des personnalités littéraires et artistiques, des penseurs et des savants, et également des représentants de la grande presse. Parmi eux, on peut citer Anatole France, l'écrivain, le prince Wisniewski et la princesse Wisniewska, les savants Émile Duclos et Julian Oschorowitz, tous deux directeurs de l'Institut Pasteur, sachant que Julian Oschorowitz a également travaillé avec le médium Eusapia Palladino et avec Charles Richet, qui est également un scientifique connu de l'époque. Il y a également des collaborateurs spirites de la Société scientifique d'études psychologiques, qui sont aussi des personnalités connues de l'époque. Le poète Camille Chéniaud, le peintre et médium Frédéric Hugo d'Alési, le docteur Chazarin ou bien encore Pierre-Gaëtan Lesmarie, qui a succédé à la direction de la revue Spirit après Allan Kardec en 1869. On citera enfin, parmi les nombreux spirites qui lui rendent souvent visite, Camille Flammarion, le colonel de Rochas, Léon Denis ou encore Gabriel Delanne. Rufina s'est ainsi constitué un entourage d'hommes et de femmes appartenant à toutes les classes, opinions et écoles, et son salon contribue fortement à diffuser un courant d'idées favorables au spiritisme sur l'ensemble de la société parisienne. Mais ce salon a une autre fonction. Quand son ouvrage La survie paraît, celle que ses amis ont déjà pris l'habitude de surnommer Bonne Maman, ouvre grand ses portes aux gens du peuple, afin d'y recevoir ceux qui viennent aussi la visiter pour lui demander des conseils, écouter sa parole, s'imprégner de sa foi. Les veuves et les femmes du peuple surtout viennent chercher des consolations qu'elle donne avec une sincère bienveillance. Elle travaille, par le biais de son école de spiritisme amour, comme elle l'appelle, à diffuser et à appliquer la doctrine spirit sous son plus bel aspect, celui de doctrine de consolation et d'espérance. C'est à la fin du mois de février 1897 que sort son œuvre, éditée par Pierre-Gaëtan Lesmarie, La survie, sa réalité, sa manifestation, sa philosophie. Il s'agit donc d'un recueil de communications spirites sélectionnées sur 20 années de séances suivies, reçues au sein de plusieurs groupes auxquels elle assistait. La majeure partie des communications proviennent de deux principaux cercles, dont l'un des deux s'appelle le groupe Dori. Les médiums qui transmettent ces échos de l'au-delà sont des médiums à matérialisation, à incorporation, à effet physique ou intuitif, hommes ou femmes, illettrés ou instruits, amis ou professionnels et de différentes nationalités. L'ouvrage est préfacé par Camille Flammarion et la couverture que vous voyez ici est illustrée par Frédéric Hugo d'Alési, qui était donc un peintre célèbre à l'époque et un spirit engagé auprès duquel Rufina a travaillé dès ses débuts. L'ouvrage se divise en 3 parties qui contient 17 chapitres. La première partie regroupe principalement des enseignements d'ordre scientifique et les 2 parties suivantes sont davantage d'ordre philosophique. Quand les esprits les plus évolués se manifestaient, le groupe ressentait, d'après Camille Chéniaud, un magnétisme captivant, enveloppant, une impression intense de bien-être moral et même physique qui nous transportait par anticipation en plein fluide d'harmonie. Lorsque l'ouvrage sort, Bonne Maman multiplie ses correspondances qui sont internationales et atteignent notamment la Russie et l'Amérique. Le livre est tout de suite reconnu en France comme un ouvrage de premier ordre, recommandé dans la revue Spirit, qui le considère dans un article comme l'un des plus complets dont la lecture s'impose à tous les spirites,
et retranscrit d'ailleurs de nombreux extraits dans plusieurs de ses numéros. Il est cité comme référence par d'autres auteurs, tels que Léon Denis, qui parle d'un recueil de communications remarquables dans son livre « Dans l'invisible ». Albin Valabreuil le considère même dans une dédicace comme la Bible du spiritisme. Pour Gabriel Delanne, si les lecteurs ont éprouvé des émotions profondes et douces, c'est que quelque chose de l'auteur est passé dans ces pages. La survie jouit également d'une publicité dans la presse généraliste. Elle est citée par exemple dans la revue La Correspondance de la Presse ou encore dans le journal Le Gaulois, qui est l'un des journaux les plus vendus de l'époque. La survie connaît une seconde édition en 1907. Juste avant cette seconde édition, en 1906, Ruffina avait fait paraître aux éditions Les Maris un petit livret intitulé « Le spiritisme est une loi naturelle ». Ce livret sera ajouté dans la seconde édition en guise de conclusion. Elle y résume le discours de la survie et apporte quelques précisions sur son contexte d'élaboration. On y apprend notamment que le médium Grégoire Home, fils du célèbre médium Daniel Douglas Home, a permis un grand nombre d'incorporations d'esprits de l'Inde antique, dont les communications sont retranscrites dans la survie. Cette seconde édition est également traduite en allemand, en espagnol et en anglais. Dans sa conclusion, Ruffina ajoute « On me demandera de quelle autorité je suis armé pour élever ainsi ma voix, de l'autorité que me donne, depuis plus de 40 ans, l'étude méthodique d'une quantité innombrable de phénomènes observés dans des conditions de garantie absolue. Je suis armé enfin de l'amour de l'humanité, et cette armure-là jamais ne se rouille ni ne se tache de sang. » Une troisième édition post-mortem, paraîtra en 1930. Elle n'écrira pas d'autres ouvrages, mais on trouve bon nombre d'articles écrits de sa main dans la revue Spirit, ainsi que dans l'Humanité intégrale, dirigée par Camille Chignot, qui paraît un mois sur deux entre 1896 et 1901. Elle a également été publiée dans la revue scientifique et morale du spiritisme de Gabriel Delanne. Ruffina était engagée dans toutes sortes de luttes en faveur de l'humanité. Elle fait dans un article de l'Humanité intégrale de mars 1897 le procès de l'antisémitisme, qui prend de l'importance en France un an avant l'explosion de l'affaire Dreyfus. Cet article est écrit en réaction à un génocide qui vient d'avoir lieu en Orient, où des Arméniens juifs se sont fait massacrer sous couvert de haine raciale et religieuse. On retrouve par ailleurs dans la survie des communications condamnant ces haines. Et Ruffina commente elle-même « La persécution est une des hontes de l'humanité » et ajoute qu'il n'est point de progrès possible sans union, sans harmonie. Les veuves et les femmes du peuple, on l'a vu, bénéficiaient également d'une particulière bienveillance de la part de Ruffina. Dans l'Humanité intégrale, elle fait un appel vibrant en faveur de la Ligue des femmes pour le désarmement international. Elle met en exergue le fait que les femmes ont un rôle primordial dans la régénération de l'humanité, à jouer par l'éducation de leurs enfants. À nous, femmes, sœurs, écrit-elle, épouses et mères, de continuer l'œuvre des grands bienfaiteurs de l'humanité. Cet aspect militant en faveur des femmes se retrouve dans la personnalité même et dans les choix de Ruffina. N'a-t-elle pas choisi plus jeune de se lancer dans la voie artistique, accaparée par la jante masculine, bravant courageusement les inéluctables interprétations de la société? Ruffina n'a jamais reculé face à l'adversité, et quelle que soit la cause qu'elle défendait, elle la défendait vaillamment. Les médiums avec lesquels elle a travaillé ont souvent pu bénéficier de cette protection. Ruffina désarme bien des fois la critique et impose silence aux railleurs. Elle parvient par sa plume à faire apprécier et respecter la doctrine spirite, même par ses adversaires. Elle n'hésite pas à monter au créneau lorsqu'il s'agit de défendre les médiums, et beaucoup de médiums qui arrivent de l'étranger et jouissent d'une quelconque renommée s'adressent spontanément à elle. On peut citer parmi les médiums venus participer aux séances chez Bonne Maman, Florence Cook, qui est une médium anglaise réputée, qui permettait les matérialisations de l'esprit de Katie King, le médium Cecil Husk, un médium anglais également, la médium Anna Roth, qui permettait l'apport de fleurs et de fruits,
Ou encore Charles Miller, un médium américain d'origine française, qui permettait un nombre impressionnant de matérialisations d'esprits désincarnés. La plupart du temps, ces esprits étaient des proches des assistants qui pouvaient confirmer leur identité. Elle était également en correspondance amicale avec un médium renommé, espagnol, Segundo Oliver. Rufina prenait grand soin des médiums avec lesquels elle travaillait et elle les défendait avec la plus grande énergie. De leur côté, ceux-ci savaient qu'ils pouvaient trouver en elle la bienveillance et la protection dont ils avaient parfois besoin. Aussi, le médium, M. Miller, indique dans une lettre qu'à cause de contraintes matérielles et de santé, sa première et unique visite en arrivant à Paris fut pour Madame Noguerat, notre bonne maman, bien connue pour l'appui moral qu'elle prête aux médiums honorables. Il semblerait, ajoute-t-il, qu'elle souffre autant qu'eux-mêmes de toutes les misères que les ignorants et les sceptiques leur infligent. Lorsqu'en 1901, la médium aux fleurs, Anna Roth, souffre d'accusations de fraude, c'est Rufina qu'elle vient trouver pour lui demander la possibilité de lui offrir une séance dans son salon, se disposant aux contrôles les plus sévères afin de pouvoir sauver son honneur. Rufina, dont la mission est aussi, comme elle explique, de réhabiliter les médiums méconnus ou calomniés, s'ils veulent bien se prêter aux conditions nécessaires pour obtenir une légitime revanche, Rufina accepte. La séance a donc lieu le 10 mai 1901 chez Bonne Maman. 12 personnes y assistent. Des mesures de contrôle sont rigoureusement menées. Anna Roth est entièrement dévêtue dans une pièce, en la seule présence de Rufina Noguerat, qui précisera par ailleurs que ce sont les esprits eux-mêmes qui s'en chargèrent, afin d'éviter tout contact de leur médium avec des fluides humains. Elle se revêt ensuite de sa seule chemise, qui a été inspectée et secouée, et que Rufina affirme ne pas pouvoir contenir de bouquets de fleurs, de portraits ou de livres, comme cela a été une accusation par la suite. Rufina prête également un peignoir à la médium. Ses vêtements sont déposés dans une pièce éloignée, sous la vigilance des assistants. Anna Roth est aussitôt conduite à sa place et est entourée par le cercle des assistants qui empêche toute communication vers l'extérieur. La pièce est petite et fortement éclairée. Des phénomènes d'apport se succéderont pendant près d'1 heure et demie. Des bouquets de fleurs seront notamment apportés du plan spirituel à la plupart des assistants. Lorsque quelques mois plus tard, une série d'articles de mauvaise foi relate cette séance dans le but de décrédibiliser le médium, Rufina prend la plume pour la défendre et rétablir les faits. Avec humilité et concision, elle reprend les faits qui contredisent les récits calomnieux. Par exemple, des récits de la séance ont été faussement attribués à des assistants qui n'y avaient jamais mis les pieds. Des détails sont inventés. Une orange aurait été apportée alors que seules des fleurs l'ont été. Le médium aurait travaillé derrière un rideau. La séance aurait eu lieu dans une semi-obscurité. Rufina écrit « Dans le cas de Madame Roth, il y a des innocents qui l'ont fait souffrir horriblement, des larmes que je dois sécher. Le cri de ma conscience ne me laisse point de repos. Je ne faillirai pas à ma mission. Je la remplirai tant que ma main pourra tenir une plume, ma voix proclamer la vérité. » Elle écrit encore un autre article l'année suivante lorsqu'Anna Roth est arrêtée pour fraude, affirmant à nouveau le sérieux des séances de contrôle de la séance de mai et lui apportant son indéfectible soutien. Son style littéraire est beau et lyrique, factuel et incisif, lorsqu'il s'agit de défendre les médiums ou la doctrine spirite. Mais Rufina savait aussi faire preuve d'humour. Face aux arguments toujours plus extravagants des sceptiques, elle raconte une anecdote. Lors d'une séance, un incrédule qui avait amené avec lui 2 ardoises ficelées et cachetées demande si un esprit pourrait répondre à une pensée non exprimée. Bientôt, une réponse s'inscrit, par écriture directe, entre les 2 ardoises ficelées. À sa question mentale qui était « Pleuvra-t-il demain ?», le message répond « Oui, monsieur, je crois qu'il pleuvra demain ». Et Rufina commente « Je demande à mes lecteurs s'ils connaissent un crayon assez génial par lui-même pour répondre aussi clairement à une question mentale spontanée. » En octobre 1901, Rufina Noguerat fête chez elle, rue Milton, ses 80 ans. Dans son petit appartement, décoré d'une multitude de fleurs pour l'occasion, elle est entourée de sa fille et de ses 2 petits-enfants. Elle reçoit un grand nombre d'amis et de spirites venus lui témoigner leur estime et leur affection. On lui offre et lui fait la lecture d'un album contenant une 50aine de feuilles, portant chacune un dessin, un poème, un mot sympathique, provenant de ses nombreux amis,
absents ou présents ce soir-là. Parmi eux, on peut citer Gabriel Delanne, le colonel de Rochas ou encore Léon Denis, qui la surnomme affectueusement la bonne fée du spiritisme. Un autre ami, le commandant Bérat, la compare à l'apôtre Jean, qui dans son âge avancé répétait « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». Il termine sa pensée en demandant à Dieu de conserver encore de longues années notre chère bonne maman pour la paix, la concorde et l'union des spirites. On célèbre également la jeunesse et la vigueur que son esprit a su garder. Le commandant Mantin, dans un poème, lui écrit « Votre esprit a 20 ans et votre humeur charmante, aux yeux de vos enfants, en efface 60. » À 80 ans, ses forces physiques déclinent, mais ses facultés intellectuelles conservent une vitalité incroyable. Lorsque Julien Malgras a l'intention d'élaborer son ouvrage « Les pionniers du spiritisme en France », il vient demander en premier lieu conseil et avis auprès de la doyenne des spirites, âgée de 84 ans, qui l'accueille avec sa gentillesse caractéristique. Il écrira dans l'ouvrage, en hommage à celle-ci, « Son activité est inlassable et sa vigueur intellectuelle entière. Elle est l'âme du mouvement spirit contemporain. » Dans ces dernières années, elle fait encore beaucoup de propagande chez sa fille, qui œuvre également dans un cercle spirit. Mais sa faiblesse extrême la contraint à prendre du repos après ses entretiens de chaque jour. Elle n'a plus la force d'écrire à ses amis. Pourtant, elle sent qu'il lui reste encore des forces à dépenser pour consoler les affligés. Elle continuera jusqu'au dernier moment à écrire pour la revue Spirit. Son dernier article sur le magnétisme paraît en mars 1908, soit le mois précédant sa désincarnation. Dans le même temps, c'est avec une joie et un honneur immense qu'elle accueille une enquête menée sur le spiritisme par le journal Le Matin, qui est à l'époque un des 4 plus grands quotidiens français. Sa voix elle est ainsi portée dans la grande presse, contribuant à diffuser le spiritisme plus largement dans le monde. Rufina Noguerat se désincarne dans l'après-midi du 15 avril 1908, à l'âge de 87 ans, quelques jours seulement après la publication de son entretien avec un rédacteur du Matin. C'est avec un sourire angélique qu'elle dit au revoir à sa fille et ses petits-enfants, en prononçant ses ultimes paroles, quelle lueur éblouissante m'environne. Le cercle Allan Kardec, dont elle était la présidente d'honneur depuis sa création un an plus tôt, ferme ses portes en signe de deuil les jours suivants. Durant quelques jours, se succèdent dans son salon tous ses amis et admirateurs venus lui rendre hommage et la couvrir de lilas et de violettes, ses fleurs préférées. Puis ses obsèques ont lieu au cimetière du Père-Lachaise. Léon Denis prononce le premier discours d'adieu, rendant personnellement hommage à sa vie et à son œuvre, et parle ensuite des témoignages d'estime et de vénération parvenant du monde entier. Il est suivi de Camille Chéniaud et de bien d'autres, qui viennent adresser des discours ou des poèmes. Parmi ceux-ci, un poème dicté dans la nuit même à un médium, par l'esprit d'un vieil ami désincarné de Rufina, parle de l'émotion qu'elle a ressentie lors de son accueil dans le monde spirituel, par ses amis qui l'y ont précédé. Il évoque notamment ses retrouvailles avec Charles Noguerat, son mari. Cela montre la rapidité avec laquelle son esprit s'est dégagé de son corps et a commencé à se reconnaître dans le monde spirituel 2 jours à peine après sa désincarnation. L'histoire de la vie de Rufina Noguerat pourrait s'arrêter là. Mais nous autres spirites savons que la vie ne se limite pas à l'expérience terrestre. Rufina, durant son incarnation, a employé son temps et son énergie à prouver la réalité de la survie. Elle continue à la prouver à partir du monde spirituel. 2 mois à peine après sa désincarnation, lors d'une séance de matérialisation donnée le 25 juin 1908 dans son salon, appartenant à présent à sa fille, Rufina vient se matérialiser par l'intermédiaire du médium Miller. Ce dernier reste dans une tente, tandis que les matérialisations de désincarnés s'enchaînent, de taille et de sexe différents. Parmi la commission chargée de surveiller et contrôler la séance se trouvent, entre autres, Léon Denis et Gabriel Delanne. Des mesures de contrôle très scrupuleuses sont effectuées sur le médium et dans la pièce avant la séance. Chaque esprit s'annonce en se matérialisant. Les voix et les visages sont reconnus par la plupart des assistants. C'est alors qu'une nouvelle apparition annonce « Bonne maman ». Elle échange brièvement avec sa fille avant de disparaître, affirmant que je suis heureuse, quelle douceur, quel bonheur, quelle joie.
Quelques instants après, tandis que l'assistance s'entretient sur un autre sujet, on entend frapper dans le cabinet. Cette manière tout particulière de frapper est aussitôt reconnue par ses amis proches comme étant celle que bonne maman employait pour s'annoncer à ses amis. Pour conclure, Rufina Noguerat a laissé une empreinte importante dans le mouvement spirit en son époque. Elle a mis en pratique tout au long de sa vie les enseignements du spiritisme et des bons esprits, qu'elle a ardemment contribué à diffuser par son travail et son école de spiritisme amour. L'œuvre de cet apôtre du spiritisme, ainsi qu'elle a été désignée par ses contemporains, se poursuit encore aujourd'hui, plus d'un siècle après sa désincarnation. En effet, c'est Rufina Noguerat qui serait à l'origine des réunions d'aide spirituelle, qui sont largement répandues dans les groupes spirites du monde entier. D'autre part, son ouvrage, La survie, contient des enseignements de la plus haute portée, et bien qu'il soit aujourd'hui difficile à se procurer, devrait figurer parmi les ouvrages de référence pour tout spirit, cherchant à étudier de manière approfondie la doctrine spirit. Enfin, son œuvre se poursuit actuellement à travers le centre spirit Rufina Noguerat, qu'elle dirige, afin de diffuser le spiritisme et d'apporter la consolation aux affligés. Il est en train de gratter une étiquette sur le... Bon, mais on remercie Romain pour sa très belle conférence sur Rufina, qui a été, comme on l'a vu, une femme spirit, qui a contribué à diffuser le spiritisme à la fin du 19e siècle. Et comme il a été dit, c'était la bonne fée du spiritisme, qui l'a même diffusé à l'international. Elle a défendu les médiums en tant que femme dans des premiers salons, des salons où il y avait de l'art, du spiritisme, de la littérature. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup œuvré pour le spiritisme et pour les femmes aussi. N'oublions pas. Voilà. Est-ce que Fatima, tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette grande femme spirit? C'est vraiment un esprit supérieur incarné sur la Terre, et ce qui est touchant, c'est sa reconnaissance très rapide et le fait qu'elle ait pu venir se matérialiser. Mais comme vous le remarquerez, elle s'adressait à sa fille, en fait, et non pas aux autres personnes. C'est pour dire que les liens d'amour sont incroyables et que notre famille, nos enfants sont vraiment des... Enfin, on revient dans une famille avec des esprits qu'on a déjà connus, et elle a eu une mission de mère de famille et sa fille a pris le relais. Ce qui serait intéressant, c'est de retrouver peut-être des petits-enfants et essayer de voir comment on pourrait en savoir plus et faire le lien, parce que c'était des réunions plusieurs fois par semaine, mais il reste rien. On n'a rien de ces écrits à part la survie. Donc, je pense qu'il y aurait tout un travail peut-être pour l'année prochaine, voilà, de recherche. En tout cas, merci à Romain. C'était une conférence très complète, très personnelle. Donc, c'était une autre vidéo, mais on a dû se tromper au niveau du lien. C'était la vidéo de la CITA. Et là, c'est la vidéo déjà quand Romain a eu le centre Rufina. Mais ce n'est pas grave. Dans celle-ci, il a donné plus de précision que dans la première, puisqu'il avait fait plus de recherches. Et en tant que président du centre Rufina Noguerat, on sent cet amour qu'on a pour les guides spirituels du centre et qui s'approfondit au fur et à mesure. En tout cas, merci Romain. On a hâte de te retrouver et que l'année prochaine, on fasse quelque chose de très approfondi avec des recherches sur Rufina Noguerat qui serait à faire par le centre Rufina Noguerat de Rambouillet. De Rambouillet. Voilà. Très bien.
Alors pour la suite, donc Isabelle va nous présenter le Ruffinian Noguerat et surtout les salons parisiens, les salons féminins, fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Oui, La parole. merci Caroline. Oui, ce sera en fait une petite introduction. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ce sera une introduction puisque bon, l'hommage, c'est un hommage à Ruffinian Noguerat, donc je ne voulais pas trop m'apesantir sur l'aspect historique, mais ce sera une petite introduction sur les femmes aussi et les salons. Donc je vais partager mon écran. Alors, hop, je vais partager, mais il faut que je passe à cette diapo. Voilà. Alors, je vais passer en plein écran. C'est bon? Oui. Oui. Alors, vous avez justement un beau salon parisien avec des beaux costumes de femmes. Là, c'est sous le Second Empire, dans les années, je crois, 1860, je pense. Ou peut-être un peu après même. Alors, donc Romain l'a dit dans sa conférence, Ruffinian Noguerat a vécu entre 1821 et 1905 et que son intérêt pour le spiritisme s'est développé surtout à partir des années 1870. À cette date, Allan Kardec s'était désincarné l'année précédente, en 1869, et il avait solidement implanté la nouvelle philosophie des esprits en France et dans le monde, grâce au livre de la codification spirit, en particulier le livre des esprits, le livre des médiums et l'évangile sur le spiritisme, et grâce à la revue Spirit, qui a été publiée dès 1858, et aussi grâce à toute son immense correspondance avec des spirites du monde entier. Donc, la France, dans le dernier quart du 19e siècle, comptait un grand nombre de cercles et de journaux spirites. Et en 1889 et en 1900, donc deux dates très importantes, à Paris, qui était donc la capitale du spiritisme, s'est tenu deux grands congrès universels spirites. Et ces congrès étaient également ouverts aux théosophes. C'est l'époque où la théosophie se développait, très inspirée par l'orientalisme. Et Fatima en parlera tout à l'heure, c'est pourquoi on va trouver dans la survie des concepts, des mots empruntés à des philosophies orientales. Alors, donc Romain l'a dit dans sa conférence, Ruffinian Noguerat tenait un cercle spirit dans le cadre d'un salon littéraire qui se réunissait les mercredis dans son appartement parisien. Donc, je vais présenter un tout petit peu ce salon, mais pas beaucoup parce que Romain en a parlé dans la conférence, ce qui m'amène à traiter de manière plus générale des salons féminins et des femmes au 19e. Alors, on va commencer par une petite présentation des femmes au 19e siècle. Et d'abord, je vais peut-être déplacer ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et d'abord, j'ai envie de commencer par le livre des esprits, car le livre des esprits, je voulais noter sur le diaporama, a consacré l'égalité des droits des hommes et des femmes. Et à la question 817, quand Allan Kardec demande l'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu et ont-ils les mêmes droits, les esprits instructeurs répondent: Dieu n'a-t-il pas donné à tous les deux intelligences du bien et du mal et la faculté de progresser? Et un peu plus loin, la question suivante, 818, Allan Kardec demande d'où vient l'infériorité morale de la femme en certaines contrées, et ce à quoi les esprits supérieurs ont répondu: c'est par l'empire injuste et cruel que l'homme a pris sur elle. C'est un résultat des institutions sociales et de l'abus de la force sur la faiblesse. Chez les hommes peu avancés, au point de vue moral, la force fait le droit. Donc le spiritisme a consacré l'égalité
des hommes et des femmes, puisque les esprits s'incarnent indistinctement dans des corps féminins ou masculins. Les esprits supérieurs ont également enseigné que les esprits sont créés simples et ignorants, et le fait de s'incarner dans des corps féminins ou masculins leur permet d'acquérir certaines qualités propres à la culture dans ces sexes. Donc c'est la raison pour laquelle le mouvement spirit a fait une place aux femmes à une époque où leurs droits politiques et sociaux étaient encore très restreints. Donc il y a eu la Révolution française qui aurait pu permettre l'évolution du statut des femmes, avec une femme comme Olympe de Gouges qui publia en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pour faire miroir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dans cette déclaration qu'elle publia donc en pleine Révolution française, dans son article 1, elle rappelle que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Mais finalement, la Révolution française ne modifia pas véritablement la condition des femmes, et elle ne leur ouvrit pas le chemin de la citoyenneté. Il faudra attendre bien plus tard, après bien des combats, pour que les femmes accèdent au droit de vote, puisque, je pense que vous le savez, c'est seulement en 1944, après la Seconde Guerre mondiale, qu'elles vont pouvoir voter en France. Et même Romain l'a dit, au contraire, en 1944, le Code civil napoléonien institutionnalise l'infériorité de la femme qui, c'est écrit dans le Code napoléonien, doit obéissance à son mari. Donc les femmes ne pouvaient détenir de compte épargne avant 1881 et ne pouvaient retirer de l'argent sans autorisation de leur mari avant 1910. Donc il y avait une grande inégalité juridique, et elle était aussi manifeste sur la question du mariage, puisque l'adultère était qualifié de délit par ce code pénal napoléonien. Il entraînait une amende pour le mari volage, alors que c'était une peine de prison pour la femme volage. Donc on voit toute cette inégalité institutionnalisée dans ce code. Mais les milieux socialistes, les milieux utopistes, les saint-simoniens, les fouriéristes et les milieux spirites ont revendiqué donc les droits des femmes, l'égalité des droits des femmes. Et il y a eu des progrès au XIXe siècle. Alors, j'avais fait quelques petites recherches. Donc, il y a une société pour l'amélioration du sort des femmes qui est créée en 1878. La Ligue française pour le droit des femmes qui a été créée en 1882. Et en fait, ces milieux ont fait pression sur l'État. Et en 1867, l'État, on est sous le Second Empire, s'engageait à ouvrir des écoles de filles en nombre équivalent aux écoles de garçons. Donc, au XIXe siècle, on a quand même un progrès de l'alphabétisation des filles. Mais ce sont des débuts encore timides, puisque ces écoles étaient très orientées vers les travaux ménagers, les travaux de périculture pour les jeunes filles. Rares étaient les femmes qui accédaient aux études supérieures. Les premières bachelières, il y en a deux, c'est en 1861 et 1863. Donc ça, c'est pour les femmes du peuple, puisque les femmes aisées avaient accès à l'instruction par des précepteurs. On l'a vu dans le cas de Rufina Noguerat. Alors, ces femmes étaient peu instruites, avaient peu de droits, et pourtant elles jouaient un rôle majeur dans l'économie française. Alors, on a ici donc des femmes à la campagne. Je vais présenter très très brièvement les femmes à la campagne, en ville, et puis les femmes bourgeoises qui nous amènent donc au milieu des salons, bourgeoises et aristocrates. Alors, on voit ici sur ces peintures les femmes qui sont, voyez, incourbées vers la terre. C'est émouvant parce qu'elles ont eu des travaux très durs. Alors, il ne faut pas croire,
Souvent, on croit que les femmes ont commencé à travailler au XXe siècle, alors qu'elles ont toujours travaillé depuis la plus haute antiquité, depuis la préhistoire. Les femmes travaillaient dans les champs très durement. Elles travaillaient, elles participaient aux moissons, elles participaient au battage du blé, parce que tout se faisait encore à la main. Les tracteurs arriveront seulement au XXe siècle, après-guerre en fait, arriveront au milieu du XXe siècle. Hein. Donc, elle travaillait aussi, c'est elle qui avait la charge du potager, du fruitier, de la basse-cour. Elle gardait les troupeaux. Et là, sur la femme, on voit sur les peintures, on voit à gauche les glaneuses. Donc, c'était des femmes pauvres qui, elles, pouvaient ramasser les épis, glaner les épis qui restaient au sol après la moisson. Les paysans laissaient les glaneuses ramasser ces épis pour qu'elles aient un petit peu de blé et par là de farine. Les femmes vendaient les surplus des récoltes au marché. Elles vendaient les produits du potager au marché. Elles étaient très, très actives, en plus des travaux de ménage, des travaux domestiques. Donc, à droite, sur cette peinture de Gauguin, on voit les lavandières, hein, les femmes qui lavaient le linge. C'est ici à Arles. Alors, ces femmes qui étaient très laborieuses, eh bien, en fait, avaient aussi un certain pouvoir au niveau intime, puisque souvent, c'était elles qui tenaient les cordons de la bourse. Et elles avaient aussi un contre-pouvoir efficace contre les hommes avec eh bien, la parole. Elles se réunissaient entre elles au lavoir, au puits, et par la parole, eh bien, elles répandaient beaucoup d'informations et elles pouvaient nuire à certains hommes. C'est un contre-pouvoir des femmes. Alors en ville, eh bien, le 19e siècle voit les débuts de l'industrialisation, du travail dans les usines qui se développent énormément. Les hommes quittent les campagnes qui sont surpeuplées grâce au progrès de l'hygiène. On a moins de mortalité infantile, donc on a plus de naissances dans les campagnes et pas assez de champs pour partager pour tous les fils. Et donc des fils vont en ville travailler dans cette industrialisation naissante et les femmes aussi. Et ces femmes travaillent très durement. Il faut lire, par exemple, Les Misérables de Victor Hugo, qui traite bien de cette condition féminine qui est exploitée, puisque elles sont payées moitié moins que les hommes. Donc, dans les usines, et puis aussi dans l'industrie, dans les usines, pardon, c'est surtout dans l'industrie textile, comme on le voit à gauche, et dans les mines aussi. Les mines de charbon dans le nord de la France, dans la région du Massif central, les femmes, et aussi les enfants, travaillaient durement dans ces mines. Alors, en ville, les femmes étaient également présentes dans la domesticité. On verra que les bourgeois, les aristocrates avaient une nombreuse domesticité selon leur niveau social, leur niveau de richesse. Donc, il y avait des femmes de chambre, des gouvernantes, des cuisinières, et aussi évidemment des commerçantes. Ça, à toutes les époques, il y a eu des commerçantes et des femmes qui travaillaient, qui aidaient leur mari dans l'artisanat. Il y avait donc des bouchères, des boulangères, des maraîchères, des vendeuses de fleurs, beaucoup de métiers féminins. La ménagère des classes populaires était la condition du plus grand nombre de ces femmes et elle avait, outre son travail d'appoint, comme on voit ici sur la peinture à droite, donc souvent des travaux de couture, elle avait aussi à charge de s'occuper de ses enfants, l'entretien de la famille, les courses, la préparation des repas, aller chercher l'eau. Il n'y avait pas l'eau courante dans toutes les villes, dans tous les quartiers, donc il fallait aller chercher l'eau aux fontaines, s'occuper du chauffage, acheter du charbon, du bois pour le chauffage, entretenir le logement, le linge, les vêtements. Donc, des conditions très, 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 très laborieuses. Et seules les femmes les plus aisées, les femmes d'artisans, les boutiquières, envoyaient leurs enfants en nourrice. Donc voilà pour les femmes en ville, les femmes du peuple.
Et passons maintenant aux bourgeoises et aristocrates. Alors, les aristocrates, les bourgeoises étaient aussi occupées puisqu'elles avaient à charge de maintenir la maison. C'était des maîtresses de maison. Elles administraient la maison et puis, si elles étaient riches, leurs nombreuses domesticités. Donc, éducation des enfants, même s'il y avait des précepteurs, elles devaient superviser le travail d'éducation des enfants, superviser le travail du linge, le travail des courses. Donc, elles avaient en fait à charge de superviser le travail des domestiques. Donc, si la femme était riche, elle avait une nombreuse domesticité, si le couple était riche. Et dans la bourgeoisie plus modeste, bourgeoisie moyenne, eh bien, on a ce qu'on appelle la bonne à tout faire, hein, une seule femme, une seule bonne qui s'occupe du linge, des courses, de la cuisine, de la maison. Alors, dans la bourgeoisie, dans la haute bourgeoisie et dans l'aristocratie, il y avait, c'est les devoirs de réception. À partir de 1830, il y a un jour par semaine qui est dédié à la réception. Donc, dans ces réceptions, eh bien, ces femmes pouvaient aussi recevoir des intellectuels. Et c'est ce qui amène donc ces femmes à tenir des salons de réception mondains. Alors, je vais passer donc au salon, à la partie sur les salons. Après avoir brossé ce bref tableau donc des femmes au XIXe siècle. Alors, peut-être avant, pour introduire les salons, il faut savoir que les femmes, on fait l'éloge des femmes aujourd'hui, hein. Donc les femmes ont depuis très très longtemps et même depuis le Moyen-Âge ont été les éducatrices des hommes, puisqu'elles ont eu l'habitude d'entretenir des cours, que ce soit des cours royales, à la cour, dans les cours royales, mais aussi dans les cours seigneuriales. Et dès le Moyen-Âge, on voit des femmes comme Christine de Pisan, Aliénor d'Aquitaine, et même des femmes qui sont complètement anonymes, qui recevaient les artistes, les trouvères, les troubadours, les poètes, les musiciens. Et en fait, par ce goût des arts, ce goût de la culture, eh bon, elles ont amené aux hommes, les chevaliers du Moyen-Âge, à s'adoucir peu à peu. Et dans l'Ancien Régime, donc surtout à partir du XVIIe siècle, eh bien là, on voit cette mode des salons qui commence à apparaître. Alors, un des premiers salons parisiens fut celui de l'hôtel de Rambouillet, tenu par la marquise Catherine de Rambouillet, dite Artémis, et cela dès 1608. Et donc, début 17e, premier salon parisien tenu par une femme, et ces salons bien vont se développer au cours du 18e, du 19e siècle, début 20e, et puis après ça s'essoufflera au 20e siècle avec la télévision, le cinéma, d'autres modes culturels. Alors au 18e siècle, eh bien, ce sont les salons des philosophes. Les femmes accueillent Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau pour parler de culture, discuter sur les mœurs, les changements des mœurs, sur les changements de la société et puis surtout sur la politique avec les années révolutionnaires. Ensuite, donc on a des salons littéraires qui se développent dans le Paris du 19e siècle. Donc, on a l'écrivaine Virginie Ancelot à l'hôtel de Rochefoucauld. Et puis, on a aussi le salon de Delphine de Girardin. Delphine de Girardin qui est représentée ici avec Georges Sand, qui était invitée, l'une des invitées de son salon. Alors, chez Delphine de Girardin, il y avait l'intelligentsia intellectuelle de l'époque, Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Alfred de Musset, Victor Hugo, Marceline Desbordes-Valmore, la poétesse,
Lamartine, Liszt, le pianiste et compositeur, Alexandre Dumas père, George Sand, etc. etc. Et Delphine de Girardin amie donc de George Sand, est une de ces femmes qui a diffusé le spiritisme, puisqu'elle a participé à cette vogue des tables tournantes au milieu du 19e siècle, et elle a initié Victor Hugo donc au spiritisme. Et George Sand était aussi une femme très spiritualiste, et ces femmes, ces esprits, quand elles se sont désincarnées, se sont communiqués, ont donné des communications spirites. Et d'ailleurs, Delphine de Girardin a donné de très belles communications publiées par Allan Kardec dans l'Évangile sur le spiritisme. Voilà donc des femmes qui ont tenu salon, et ce qui nous amène donc à Rufina Noguerat, qui tenait salon elle aussi à partir des années 1880. Et elle accueillait dans son salon, eh bien, sa particularité, certes des hommes et des femmes de lettres, mais surtout des spirites. Donc c'est un salon littéraire et spirite qu'a tenu Rufina. Elle a notamment reçu comme personnalité spirite. Alors Romain les a évoqués dans sa conférence, mais je vais les montrer. Donc à gauche, on a Pierre Gaëtan Lesmarie, qui a pris la tête de la revue Spirit après la désincarnation d'Allan Kardec. Alors, je ne sais pas si on voit avec ma souris. Oui. Donc là, vous avez ici Pierre Gaëtan Lesmarie, le colonel de Rochas, que l'on voit ici avec toutes ses décorations militaires, qui a travaillé beaucoup sur les phénomènes d'expérimentation spirit, on va dire l'aspect scientifique du spiritisme, ainsi que, on le voit ici, Camille Flammarion, un astronome extrêmement réputé de son époque, qui était proche d'Allan Kardec, qui était médium et qui a travaillé au sein de la Société parisienne des études spirites, et qui a donc rédigé l'introduction de la survie de l'ouvrage de Rufina Noguerat, publié en 1897. Et puis, ici à droite, on voit Léon Denis, c'est l'éminent spirit, le poète, et puis le successeur de Kardec pour son travail d'écriture, d'ouvrage spirit. Et un immense conférencier. Et puis, à la droite, ici, sur la droite, on voit Gabriel Delanne, un des continuateurs également d'Allan Kardec, qui a travaillé davantage l'aspect scientifique, expérimental du spiritisme. Donc, je ne vais pas en dire plus, ça a été lié dans la conférence de Romain. Et donc, Rufina a publié La survie en 1897, qui est un ouvrage qui contient des communications médiumniques. On va le voir avec Fatima, des communications médiumniques qui sont très empreintes de cet esprit de l'orientalisme, de la théosophie qui se développait donc au XXe siècle, fin 19e, début 20e siècle. Voilà pour ma petite introduction. Merci Isabelle. Je laisse la parole à Flora pour introduire le sujet que va présenter Fatima sur la survie. Sur la survie, les concepts spirites. Parce que, donc, comme on l'a vu depuis le début, la survie a été écrite par Rufina Noguerat, plutôt à l'initiative de Rufina Noguerat. Donc, la survie est un ouvrage qui a permis l'élaboration de l'œuvre Les concepts spirites. Hein. Donc, il a permis à l'élaboration de cette œuvre par Fatima Medjahen. Et donc, Fatima va nous montrer en quoi les concepts spirites sont importants pour comprendre la philosophie spirite.
Très bien. Donc, je vais commencer. Est-ce que le diaporama peut être passé? Alors, j'ai souhaité travailler, vous présenter quelques diapos pour vous faire comprendre, en tout cas prendre conscience que nous devons être très attentifs, très vigilants aux mots que nous employons et aussi aux lectures que nous faisons, qui ne sont pas celles de la codification spirit, dont a parlé Isabelle tout à l'heure. Il y a 5 ouvrages majeurs de la codification spirit, et notamment le livre des esprits. Donc, La survie a été éditée en 1897 et la première édition du livre des esprits en 1857. 30 ans ont passé, mais on voit bien que le temps qui passe, les idées, les mouvements qui s'opèrent, et ce 19e siècle et ce début du 20e siècle a été extraordinaire par tous les changements dont nous a parlé Isabelle. Et donc, déjà, en 30 ans, il y a des concepts qui bougent, il y a des utilisations de certains concepts dans des œuvres, des communications éditées par des spirites, qui ont perdu un petit peu le sens spirit. On va passer à la deuxième diapo. Et donc, comme tous ceux qui ont lu le dictionnaire des concepts spirit, qui est un travail commun avec Karine Guéma, et on l'avait fait dans le cadre de l'Institut Amélie Boudet. Et cet ouvrage, vous pouvez le trouver en téléchargement gratuit sur le site de l'Institut Tourangeau, Léon Denis, mais aussi sur le site de l'Institut Amélie Boudet et sur le site de la Fédération Spirit française. Peut-être que Béatrice pourra mettre des liens tout à l'heure à la fin de la conférence. Donc, en fait, quand j'ai lu La survie, il y a quelques années que je l'ai relu avant cette conférence, j'ai été attirée par ce vocabulaire utilisé dans certaines communications et qui n'exprime pas, en fait, l'enseignement spirit. Donc, la codification spirit a permis d'élaborer un vocabulaire spirit, et d'ailleurs, Alan Kardec, très vite, a indiqué la nécessité d'un vocabulaire spirit, et il en a fait un. Si vous lisez le livre « Instructions sur les manifestations spirit », c'est un petit ouvrage qu'a fait Alan Kardec avant le livre des médiums, parce qu'il voulait, avant que les gens s'occupent de médiumnité, apporter une précision, une concision du vocabulaire spirit pour que les choses soient clairement exposées. Donc, en fait, Alan Kardec a codifié le spiritisme, mais il a utilisé la méthode de contrôle universel. Il a reçu des communications qui venaient de partout, il les a analysées avec l'aide des esprits supérieurs qui ont présidé à la codification. Et le message que je veux vous faire passer, c'est de toujours appliquer un discernement quand on lit des communications médiumniques, parce qu'elles peuvent être données par des esprits supérieurs, mais aussi par des esprits peu évolués, et ne pas se laisser, on va dire, emporter par un vocabulaire qui n'est plus le vocabulaire spirit très précis. On va passer à la prochaine diapo. La suite, s'il te plaît. Donc, l'importance des concepts spirit pour l'exercice du contrôle des communications spirit, c'est ce que je vais approfondir là maintenant lors de cette journée internationale du spiritisme. Donc, j'apporte une note, on va dire, un peu plus, un peu plus méthodologique après les deux présentations qui étaient ciblées sur Rufina Noguerat. Celle-ci est ciblée sur un ouvrage. La suite. Alors, qu'est-ce qu'un concept spirit? C'est un vocabulaire précis qui donne à un mot une signification spécifique propre au spiritisme.
Exemple, le mot âme pour le spiritisme, et dans le livre des esprits, si vous lisez bien l'introduction, Allan Kardec explique bien l'importance de ces concepts, et notamment, il définit le mot âme, qui est l'esprit incarné dans le corps physique pour le spiritisme, mais qui a d'autres acceptions pour d'autres philosophies, et notamment à l'époque de Rufina Noguerat, il y avait une émergence de la théosophie. C'était un enseignement porté par Madame Blavatsky, qui avait été formée en Inde. Il y avait d'autres concepts qui arrivaient et qui sont venus un peu brouiller les concepts spirites. Il y avait aussi la psychanalyse qui se développait, la psychologie, le spiritualisme, la parapsychologie, puisqu'on a vu que la société qu'avait créée, enfin cette société d'où émanaient les communications, il y avait des parapsychologues, il y avait un aspect scientifique au départ, et ça n'était pas spécifiquement spirit forcément au début, et c'est Madame Rufina Noguerat, enfin Rufina, qui au fur et à mesure, de par son niveau d'élévation morale important, a donné dans son salon une direction morale, et finalement, elle a intégré les gens du peuple qu'elle conseillait, qu'elle aidait. Les premières réunions d'aide spirituelle ont été mises en place par Rufina, et elle a donné en fait la vraie orientation du spiritisme, même si on a les trois aspects, scientifique, moral et philosophique, qui sont indissociables. L'aspect consolateur est très important en fait. Donc Rufina, elle a vraiment eu ce mérite d'ouvrir son salon aux gens du peuple, parce qu'elle a compris en fait la mission spirit qui est la consolation des affligés. Et elle était immensément humaine, Rufina, c'est ce qui prouve son niveau d'évolution morale, puisque la douleur d'autrui, de ses frères et sœurs, lui faisait mal en fait, et elle voulait vraiment travailler à la consolation. Donc, je vous ai donné la définition de l'âme, c'est l'esprit incarné dans son enveloppe charnelle. Donc, précision du vocabulaire même ramène aux enseignements du spiritisme. Ce mot-là, un concept spirit, ça comprend un enseignement à l'intérieur. Suivante. Alors, le dictionnaire des concepts spirit que vous pourrez télécharger. Il y en a un deuxième, le DCS2, dictionnaire des concepts spirit 2, est en cours, mais il va avoir plus de vocabulaire général, et il va devenir un dictionnaire du spiritisme. On va être plus dans ce que désirait Kardec, parce qu'il a élaboré le premier vocabulaire spirit, et on a à la fois les trois aspects du spiritisme, mais on aura un peu plus de vocabulaire général. Ensuite, donc pourquoi utiliser les concepts spirit? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour préserver le vocabulaire spirit des influences liées au vocabulaire religieux, du New Age, du bouddhisme aujourd'hui, du New Age aussi. J'en ai pas parlé, mais on aurait pu faire une conférence sur les concepts du New Age et les concepts spirit. Et même si la codification est ancienne aujourd'hui, le vocabulaire spirit est le fondement du spiritisme. Donc vigilance pour garder la précision, la concision et la clarté de notre langage et des communications qu'on va publier, parce que dès l'instant où on publie des communications, il est important de faire les contrôles spirit avant de publier. Donc, l'objectif du dictionnaire des concepts spirit, c'est de ne pas dénaturer le spiritisme, parce qu'on s'aperçoit que même dans notre manière aujourd'hui de parler, eh bien, on dénature. Par exemple, on va parler de communication médiumnique. Non, c'est des communications spirites, puisque les communications médiumniques, elles peuvent être données par des médiums vénaux, alors que les communications spirites, à l'intérieur de spirit, il y a l'éthique spirit, c'est-à-dire
gratuité de la médiumnité, médium non vénal, etc., etc. Donc, il est très important d'être vigilant sur notre langage. Ensuite, donc, on va faire un petit exercice sur le vocabulaire et j'ai pris des extraits de la survie. Alors, loin de moi de dénaturer la survie parce qu'il y a très, très belles choses. Notamment, la survie a été reconnue par Léon Denis, etc. Il y a vraiment de très belles communications, mais j'ai juste voulu prendre quelques mots de la survie pour montrer qu'il y a des influences auxquelles il faut qu'on fasse attention, nous, aujourd'hui, en utilisant le vocabulaire spirit. Donc, j'ai pris que quelques mots, mais vous pourrez... Il est plus facile à trouver aujourd'hui parce qu'on le trouve partout. On le trouve en PDF sur le site de l'Institut lyonnais, pas l'Institut lyonnais, le Centre Spirit lyonnais qui a fait un énorme travail où on a plein d'ouvrages en téléchargement gratuit. Et essayez de faire l'exercice pour développer un petit peu cette concision et cette précision qu'on travaille beaucoup dans le manuel d'études du livre des esprits, où les élèves ont un objectif de précision et de concision et doivent intégrer le vocabulaire spirit pour pouvoir éviter cette dénaturation du vocabulaire spirit. Alors, j'ai pris des extraits de communication, pas d'autre chose, mais des communications qui ont été données. Donc, j'ai essayé de mettre la correspondance avec le vocabulaire spirit, sachant que Rufina était spirit et qu'elle a vraiment mis en œuvre la philosophie spirit, mais ces communications venaient de plusieurs centres. Donc, par exemple, dans un extrait de communication médiumnique, on a le mot « directeur du médium ». Alors, à côté, j'ai mis le concept spirit qu'on utilise. Guide spirituel qui assiste le médium lors des réunions spirites. Dès l'instant où on dit guide spirituel, on fait appel à tout un enseignement du livre des esprits. Et on sait ce que représente un guide spirituel. Et on sait qu'il a un rôle auprès du médium lors des réunions spirites. C'est lui qui permet l'incorporation, c'est lui qui veille, etc. Et il y a d'autres esprits aussi, mais je vous les montrerai donc tout à l'heure dans une image. Extraterrien, esprit désincarné appartenant aux différentes catégories d'esprits. On fait référence à l'échelle spirit. Parce que pour le spiritisme, extraterrien ne veut rien dire. Donc, on voit bien que ce sont des mots qui étaient utilisés à l'époque, mais qui dénaturent ici le spiritisme. Orateur de l'espace, esprit désincarné qui se communique par l'intermédiaire de médiums. Et là, on va aller chercher les connaissances concernant l'identité des esprits. Orateur, on le dit pour, par exemple, Léon Denis, qui a été un orateur en tant qu'esprit incarné dans la loge des démophiles lorsqu'il était franc-maçon. Et l'espace, on verra tout à l'heure. La suivante, s'il te plaît. Voilà, je vous ai montré une image que j'ai trouvée sur le site du Centre Spirit lyonnais Allan Kardec. On voit comment est organisée du point de vue spirituel une réunion et on voit bien que là, devant la personne qui préside, il y a le guide de l'équipe spirituelle, enfin le président spirituel, et on voit le guide spirituel là, mais on voit aussi des esprits souffrants qui sont là. Donc, la précision, elle permet de garder l'enseignement de la codification spirit. Image suivante. Alors, il y a d'autres mots, j'en ai pris quelques-uns, hein, mais il y en a plein d'autres. Correspondant de l'espace. Toujours ce mot espace. Guide du centre spirit, esprit protecteur des groupes spirites vivant dans le monde spirituel sur des plans supérieurs. Donc, un guide du centre spirit est plus qu'un correspondant de l'espace. Correspondant, c'est très vague.
et on sait que c'est un esprit supérieur. Et pourquoi j'ai mis esprit supérieur? Parce que correspondant de l'espace, j'ai pensé que c'était, parce que c'est très vague, hein, ça aurait pu être un esprit désincarné qui se communique, mais il me semblait que dans un centre spirit, le premier esprit le plus important, c'est le guide du centre spirit. Et c'est toujours un esprit supérieur. Espace, l'espace ne veut absolument rien dire. Les fusées vont dans l'espace. À l'époque, c'est un mot qui peut-être était nouveau et plus facilement employable dans un lieu où il y avait surtout des spiritualistes, parce qu'il y avait un mélange de spiritualistes. Monde spirituel et les différents plans spirituels. Donc, ça fait appel à « il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père », les différents plans spirituels, les différents colonies, etc. Supraterrien, pour moi, c'était, enfin, c'est des esprits, pourquoi j'ai mis esprit supérieur désincarné? Esprit désincarné. J'ai fait une erreur là, on ne peut pas la corriger. Tu peux la corriger, Béatrice? Béatrice, tu peux la corriger? Bon, en tout cas, corrigez-la, c'est esprit désincarné. Terrien, esprit incarné sur la planète Terre en expiation pour la majorité d'entre eux. Donc, on voit bien que dans chaque concept spirit, il y a des précisions. Esprit incarné, Béatrice va faire la correction. Voilà, que je ne laisse pas de coquille. Merci, Béatrice. Donc, terrien, enfin, pour moi, en tant que spirit, ça ne veut rien dire. Esprit désincarné sur la planète Terre en expiation pour la majorité d'entre eux. Et dans ce concept, ce que je veux vous montrer dans la correspondance spirit, c'est que ces concepts portent des enseignements en eux-mêmes. La suite. Intérêt de l'utilisation du vocabulaire spirit, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vais vous en reparler, c'est qu'il y a de la précision, il y a de la clarté. On comprend tous le même mot parce qu'il y a l'enseignement derrière, alors que terrien, supra-terrien, on peut aller chercher des tas de représentations, hein, parce qu'on a tous des représentations particulières, et le concept, donc, il donne une représentation inscrite dans l'enseignement spirit. Et esprit désincarné, on sait tous, quand on a étudié le spiritisme, ce que c'est. Terrien, on ne sait pas forcément. Inscription dans le corpus des connaissances spirites, donc dans les 5 ouvrages de la codification, ça nous donne des références spirites. On est capable de dire, ben voilà, là, ça fait référence à l'échelle spirit. Et puis, on utilise un langage commun. Et ça, c'est très important pour éviter les divergences d'opinion et pour étudier d'une manière sérieuse. Ensuite, donc, j'ai voulu en conclusion vous mettre le point de vue d'Alan Kardec qui d'emblée dit « La science spirit doit avoir son vocabulaire comme toutes les autres sciences. Prenez la médecine, il y a un vocabulaire médical. Appendicite, inflammation de l'appendicite, laryngite, inflammation du larynx. Donc, le it, ça signifie inflammation, etc. Donc, pour comprendre une science, il faut d'abord en comprendre la langue. C'est la première chose que nous recommandons à ceux qui veulent faire du spiritisme une étude sérieuse. Quelle que puisse être ultérieurement leur opinion personnelle sur les différents points de la doctrine, ils pourront la discuter en connaissance de cause. Recourir aux définitions et aux renseignements qui sont comme la clé de voûte de l'édifice et qui serviront à réfuter en peu de mots certaines critiques et à prévenir une foule de questions. Donc, vous avez vu qu'effectivement, quand on donne le concept spirit, on fait référence à un enseignement. Donc, d'emblée, on évite une foule de questions. On va directement au but. Donc, c'est un travail que Alan Kardec a vraiment voulu préciser dès l'ouvrage qu'il a fait
avant le livre des médiums. Et quand on regarde le film qui est passé sur Netflix sur Allan Kardec, dans ce film qui a été fait par des Brésiliens, on voit bien le personnage, l'acteur qui incarne Kardec, on voit bien le souci qu'avait Allan Kardec de vouloir, avec toutes ces tables qui tournent, avec tout ce qui se passait à l'époque et les incompréhensions, les problèmes avec l'Église catholique, et surtout mettre en sécurité les médiums, il a voulu d'emblée poser des définitions. Et dans le DCS2, il y aura toutes les définitions de Kardec de son vocabulaire spirit. On n'en avait mis que quelques-unes dans le DCS1, celui qui a été édité, mais plus j'avance sur ce travail, plus cette notion de précision de concept et de prendre tous ceux qu'avait fait Kardec pratiquement, et on voit bien dans les concepts qu'il fait, qu'il a définis, c'était pour préserver le spiritisme de toutes ces influences qui déjà à son époque commençaient à venir dénaturer un peu le spiritisme. Donc, j'ai terminé la conférence. Je reste à disposition pour toutes les questions. Donc, j'ai mis les références spirites que vous connaissez tous et j'ai nommé les chapitres que j'ai utilisés pour prendre les concepts spirites, occupation des esprits, c'est le livre 2, retour de la vie corporelle à la vie spirituelle, vie spirite, intervention des esprits dans la vie corporelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas instruction pratique sur les manifestations spirites, je vous encourage véritablement à aller le voir parce qu'il est peu connu, mais c'était l'ancêtre du livre des médiums. Et c'était une préoccupation de Kardec de donner des instructions pour que la pratique médiumnique que tous les gens faisaient chez eux soit faite d'une manière plus sécuritaire. Merci en tout cas. Et à tout à l'heure. La conclusion, Béatrice? Ou Flora ou Caroline? Alors, peut-être que les personnes qui sont avec nous sur cette session ont des questions à poser ou des commentaires à faire. Donc voilà, on vous laisse la parole peut-être pour quelques instants. Voilà, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires de la part des participants, alors je rappelle que cette session est enregistrée pour être publiée sur la page Facebook, du groupement de Centre Spirit d'Île-de-France, peut-être aussi de l'Institut Spirit Tourangeau Léon Denis, oui. Et peut-être sera aussi donc partagé par la page Facebook de la Fédération Spirit française. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver, revisionner et revoir à souhait cette présentation en hommage notamment donc, à notre sœur Rufina Noguerat, cette femme spirit qui a tant œuvré. Pardon? Zou. Ah, Zou, elle a levé la main. Zou, on t'écoute. Alors, on ne t'entend pas. Son micro, peut-être? Non, le micro a l'air d'être ouvert. À ouvrir son micro, il faut que tu puisses l'autoriser. Alors, attends, ne bouge pas. Est-ce que j'ai... Non. Non, il est ouvert. Normalement, elle peut parler. Non. Ah,
Voilà. Un souci de Il y a un paramétrage. problème. Je ne sais pas si tu veux poster ton commentaire ou ta question. On puisse la lire à tout le monde. En attendant, quelqu'un d'autre peut poser sa question. Plutôt que d'attendre, Caroline, quelqu'un d'autre peut poser une question. Oui, c'est ça. Et, voilà. Et il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions, de commentaires? Ah voilà, la question de Zou. Quel mouvement a pu influencer les différents vocabulaires utilisés dans la survie? Bien, on l'a dit tout à l'heure, Zou, le mouvement spiritualiste, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi des parapsychologues. La théosophie aussi, qui a pu influencer ce changement de vocabulaire, et puis les esprits aussi qui se communiquent. Et puis nous-mêmes, enfin nous-mêmes, les médiums de l'époque, puisqu'on sait bien que les médiums ont aussi un cachet unique et utilisent certains mots de vocabulaire. Ça peut être l'animisme aussi. Tu faisais référence, Fatima, tu discutais l'autre fois, tu parlais, c'est très intéressant, des chakras. Peut-être donner cet exemple-là aussi, Oui, parce que ça m'a beaucoup parlé. Oui, alors c'est vrai que dans le dictionnaire des concepts Spirit 1, on a mis le concept chakra. Et au fur et à mesure de ce travail sur la suite, il m'est apparu que chakra, c'est un mot hindouiste, un mot utilisé par d'autres philosophies, et que André Louis, dans un livre que Chico Xavier a psychographié, il parle de centre périspirituel. Et Marlène Aubray, qui a été un médecin spirit magnifique, parle aussi de centre périspirituel. Et je me suis dit qu'en fait, ça représentait le périsprit, le néologisme qui a été créé par Alan Kardec, et c'était plus conforme au vocabulaire spirit. Donc, on va le changer. Il y a plein d'autres mots comme ça qu'on utilise et qu'on ne devrait pas utiliser, mais on est pris dans le langage de notre époque. Et c'est à la lumière de ça que j'ai pensé présenter cette partie sur la survie. Car effectivement, ça dénature la philosophie. Ah oui, tout à fait. Merci. Alors Zou répond, donc je suis contente de découvrir cette belle personne qui était Rufina et merci pour cet hommage pour elle. Merci à toi, Zou. Les femmes spirites n'ont pas été assez mises en lumière et notre époque va faire qu'on va les mettre en lumière parce qu'il y en a d'autres. On a Berthe Fropo aussi qui a été très proche d'Amélie Boudet, qui a beaucoup œuvré aussi. Et je crois que nous sommes au siècle des femmes et que faire connaître, il y a même des femmes au Brésil et des femmes dans d'autres pays du monde. Et je pense que pour la journée de la femme, c'est ce qui m'est venu quand Isabelle a présenté toute cette partie des femmes du peuple, du labeur, du travail des femmes, du travail invisible des femmes. Et je pense que pour la journée de la femme, on pourrait reprendre la partie d'Isabelle avec peut-être plus de développement. Et puis, on pourrait faire hommage à toutes les femmes qui ont servi le spiritisme. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y a aussi il y a des médiums aussi, femmes, comme je me rappelle, Yvonne Pereira, toutes ces femmes spirites qui ont été extraordinaires. Et je pense que oui, c'est de notre devoir dans ce siècle où les femmes prennent plus d'importance,
de montrer ce qu'on leur doit, parce que quand Isabelle a parlé de tout le travail qu'effectuaient les femmes, je me disais, mais travail invisible, quoi. On leur doit énormément et aujourd'hui encore, on paye les femmes moins cher que les hommes. Même si ça commence à bouger un peu. Il faudrait qu'on note ça pour la journée de la femme, le 8 mars prochain. Les femmes spirites. Peut-être lors d'une journée Kardec. Oui, aussi. Alors, Maria, Sandrine, Cédric, si vous n'avez pas de questions, peut-être, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce qu'on a fait quelque chose d'original, en fait, hein, de concret aussi. On est sur du concret, on n'est pas sur de la théorie. Il y a l'époque, cette époque que vous avez visualisée, et puis cette femme extraordinaire qui perd son mari 6 ans après le mariage, qui ne se remarie jamais et qui œuvre. Elle le retrouve à l'arrivée dans le monde spirituel, quoi. Et en 2 jours, elle se reconnaît. Comme quoi, tout le travail que l'on fait sur Terre de consolation nous permet de nous reconnaître très vite. En 2 jours, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est le minimum. Je vais lever la main. Vas-y, Béatrice. Oui, je vais lever la main. Oh, j'ai levé 2 mains. Oh là là. Donc, quand tu parlais du mari de Rufina, il était lui-même médium et il utilisait sa médiumnité dans son travail de médecin. Oui, je pense qu'elle a dans un premier temps côtoyé le monde spirituel grâce à son mari. Je pense qu'elle a voulu poursuivre ça. Oui, et puis dans sa mission, c'était que son mari lui ouvre le chemin et puis qu'elle fasse sans lui pour avoir plus de mérite. Mais est-ce que son mari l'aidait aussi à partir du monde spirituel? Oui, il l'aidait, il venait se communiquer, oui. D'accord, ok. Oui, il a œuvré du monde spirituel pour l'accompagner dans sa mission. Comme elle aussi, par la suite, elle a œuvré dans le monde spirituel pour venir encore témoigner de la survie. Tout à fait. Et c'est pour ça que Roger, c'est lui qui nous a demandé de créer un centre Rufina Noguerat au départ. Et c'est Franck, que vous avez vu, qui a créé le premier centre spirit Rufina Noguerat dans les années 95. Donc, Franck a laissé ce centre. Ensuite, par des circonstances particulières, on a créé le centre Léon Denis Rufina Noguerat. Et ensuite, le centre Rufina Noguerat de Tours a été transmis à Romain. Parce qu'en fait, il ne faut jamais abandonner un centre spirit. Et quand on abandonne un centre spirit, les frères spirituels le ramènent ailleurs. Donc, ils nous l'ont ramené à Tours pour qu'on continue parce qu'on prive le guide spirituel du centre de sa mission. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à faire valider les statuts de l'Institut Spirit Tourangeau par la préfecture. Le centre est toujours Léon Denis Rufina Noguerat. D'accord. Donc voilà pourquoi je ne sais pas. Mais en tout cas, n'abandonnons jamais nos centres, transmettons-les. Si on déménage, on emmène notre centre avec nous, enfin notre guide spirituel, il vient avec nous, mais n'abandonnons jamais, jamais, jamais un centre. Ce sont des esprits supérieurs qu'on prive de leur mission. Et on aura à en rendre compte dans le monde spirituel. Donc c'est vraiment une mission sacrée à vie d'avoir la chance, le bonheur, le cadeau de diriger un centre spirit. Je reviens par rapport aux femmes médiums. Il y a Léon Denis dans un de ses ouvrages qui disait que les femmes ont beaucoup plus de capacité médiumnique, de sensibilité. Tout à fait. Il y a plus. Voilà. Oui, il y a plus de femmes médiums que d'hommes médiums. On peut regarder dans les groupes spirites parce que quand on s'incarne dans un corps de femme, eh bien, on choisit des épreuves plus lourdes parce qu'on a plus de capacité à les supporter. Et j'avais noté, oui, tu as raison, Béatrice. C'est dans le monde invisible, je crois, hein, Flora. Oui.
Et Il parle des d'ailleurs, femmes. Tout à fait. Ouais, ouais. Il y a un chapitre dessus. Voilà, que le rôle des femmes est immense. Et j'en ai fait l'introduction du livre Le statut méprisé de la femme. Oui. Et c'est en préambule. Et c'est vrai que le rôle de la femme est immense et on voit bien comment, Isabelle l'a rappelé, et Léon Denis dit que la femme est une éducatrice et c'est par elle, c'est elle qui éduque les enfants et c'est elle qui fait évoluer les hommes. Et en fait, toutes ces femmes, elles font évoluer les hommes. Isabelle a dit que les hommes s'étaient adoucis et tous ces salons et tout ça, ça a permis aussi plus de contact entre les femmes et les hommes, l'égalité, puisque Rufina Noguerat avait une instruction extraordinaire et que George Sand, etc., et qu'elles ont, pour nous, elles nous ont fait avancer parce qu'elles ont montré aux hommes qu'elles pouvaient directement avoir des connaissances autant qu'eux, sinon plus. Je crois que Cédric doit se sentir en minorité là. Il est entouré de femmes sur un sujet féminin. C'est rigolo parce que Cédric en a parlé de ça samedi. Tu te souviens, Cédric ?